Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et idées des arts. Collection dirigée par Giovanni Giopolo. Cette collection accueille des essais chronologiques, des monographies et des traités d'historiens, critiques et artistes d'hier et d'aujourd'hui. À la croisée de l'histoire et de l'esthétique, elle se propose de répondre à l'attente d'un public qui veut en savoir plus sur les multiples courants, tendances, mouvements, groupes, sensibilités et personnalités qui construisent le grand récit de l'histoire de l'art, là où les moyens et les choix expressifs adoptés se conjuguent avec les concepts et les options philosophiques qui depuis toujours nourrissent l'art en profondeur. Dernière parution. Olivier Dehaye, d'Eros à Agapé ou la correspondance de Madame Défend avec Horace Walpole, 2011. Jean-Claude Chirolet, La question du détail et l'art fractal, à bâton rompu avec Carlos Ginzburg, 2011. Ribonne Michel, L'art, miroir de vie et créateur de monde, essai sur la peinture, 2010. Sonia Deleussele Guillou, Eugène Ionesco de l'écriture à la peinture, 2010. Océane Delleux, Le multiple d'artistes. Histoire d'une mutation artistique. Europe-Amérique du Nord, de 1985 à nos jours, 2010. Olivier Dehaye, Le désir féminin ou l'impensable de la création, 2009. Isabelle Doleviczenil Pape, L'esthétique du deuil dans l'art allemand contemporain. Du rite à l'épreuve, 2009. Dominique de Martini, Le processus de création picturale. Analyse phénoménologique, 2009. Aline Dallierpopper, Art, féminisme, post-féminisme. Un parcours de critique d'art, 2009. Nathalie Padilla, L'esthétique du sublime dans les peintures shakespeariennes d'Henri Fuseli, 1741-1825, 2009. Jean-Claude Chirolet, Heinrich Wölfflin. Comment photographier les sculptures 1896, 1897, 1915, présentation, traduction et notes suivies du facsimilé des textes en allemand de Heinrich Wölfflin, 2008. Mathilde Roman, Art vidéo et mise en scène de soi, 2008. Jean-Marc Lévy, Médecin et malade dans la peinture européenne du XVIIe siècle, tomes 1 et 2, 2007. Stéphane Laurent, Le rayonnement de Gustave Courbet, 2007. Remerciements. Le comité d'organisation du colloque, Faiza Benzina, Emna Beltaïef, tient à remercier chaleureusement les institutions, personnalités et partenaires suivants, pour avoir facilité par leur soutien et leur aide, la tenue de ces 3 journées de réflexion, dans les meilleures conditions à la fois humaines et matérielles et pour avoir rendu possible la publication de ces actes. L'Université de Tunis, la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts de Carthage, Beit al-Hikma, l'Ambassade de France en Tunisie, Institut français de coopération, la Société Business et Décision Tunisie, le Club Tahar Haddad, l'UR, Femmes et Méditerranée, le CERES et les éditions L'Harmattan. Hommage à Max Milner. Le professeur Max Milner a rehaussé de sa présence le colloque, autour de Baudelaire et des arts, et a éclairé de ses lumières les nombreuses approches sur le sujet. Lors de ces journées, il a enrichi et nourri notre réflexion grâce à ses précieux commentaires qui marqueront à jamais notre mémoire, et à ses analyses qui ouvrent à l'infini le champ de la recherche baudelairienne. Étudiants, universitaires et chercheurs peuvent s'enorgueillir d'avoir eu le privilège de rencontrer l'un des plus éminents spécialistes du poète des fleurs du mal, et d'avoir aussi connu l'homme, qui a fait montre d'une grande simplicité et d'une extrême générosité d'âme. Il décéda quelques mois plus tard, laissant dans nos esprits le souvenir d'un « phare allumé sur 1000 citadelles ». Faiza Benzina. Avant-propos. Ce volume recueille les contributions proposées lors du colloque qui s'est tenu les 5, 6 et 7 avril 2007 en Tunisie. Les 2 premières journées se sont déroulées à Carthage, à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, et la 3e journée s'est tenue à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Cette rencontre internationale a réuni de nombreux spécialistes de Baudelaire, de l'histoire de l'art et de la littérature française du XIXe siècle, venus de Tunisie, de France, de Belgique, de Suisse et du Maroc. Le projet de ce colloque était d'analyser non seulement le système horizontal et vertical des correspondances entre les arts,
mais aussi d'étudier comment Baudelaire ouvre des aires de passage et opère, à travers sa théorie critique, une sorte de déterritorialisation d'un domaine artistique vers un autre de telle manière que l'hybridation enrichisse les médiums convoqués. José Luis Diaz, dans la première partie du colloque, a dressé le cadre historique des différentes étapes du processus de transformation de la littérature et de la poésie surtout, sous l'influence des arts, afin de situer l'apport de Baudelaire. Le projet de ce colloque était d'ouvrir très largement le champ d'exploration depuis les curiosités esthétiques jusqu'aux fleurs du mal et aux poèmes en prose, en privilégiant la question des correspondances dans leur dynamique transcréatrice par le fait que l'écriture poétique est à la fois tableau ou sculpture, Filippo Fimiani, qu'elle porte sur les incidences esthétiques du théâtre des marionnettes et de la caricature dans la pensée et dans L', œuvre de Baudelaire, Loan Curseux, et que les jeux de transfert vont au-delà des limites de la poésie pour créer de nouveaux liens entre les arts, tels que Max Milner en développe l'analyse à partir du poème « À une Madone ». Ce qu'il faut retenir, c'est que non seulement il n'est nullement question ici d'un mélange des genres, mais qu'au contraire, par cette haptique et grâce à ce mouvement interférentiel, qui joue à tous les niveaux, microstructurels et macrostructurels, se produit la transmutation des sens et son ouverture sur l'altérité qui est la visée ultime de l'œuvre. L'amplitude du domaine de recherche a suscité des études très riches et diverses qui ont revisité une grande partie des écrits du poète, afin d'en dégager certaines thématiques, comme celle de la nuit, en rapport avec la peinture de Delacroix, Baldine Saint-Giron, ou celle du bizarre, Pierre Laforgue. En outre, il s'agit là d'un exercice purificateur, puisque le moyen d'expression à partir duquel s'élabore le déplacement vers une autre discipline met en jeu sa spécificité principielle en faveur d'une confrontation avec une autre forme d'art. À cet effet, les échanges, les déplacements et les passerelles entre la poésie et la musique, qu'instaure Baudelaire, ainsi que l'a démontré André Hirt en s'appuyant sur le cas Wagner, autorisent des rapports réflexifs sur le mode du passage, c'est-à-dire à la faveur d'un mouvement qui part de cette discipline elle-même pour aller perturber, et en même temps enrichir une autre discipline. Par ces mises en abîme de la peinture, de la musique et de l'écriture qui se déploient dans une mise en scène où le mythe fait sens, Béatrice Didier, Baudelaire décentre l'œuvre, lui fait occuper une zone périphérique et déplace ses perspectives incluant un mouvement du centre vers la marge et de la marge vers le centre. Voilà le tableau dont nous voulions parler, quand nous affirmions que M. Delacroix avait progressé dans la science de l'harmonie. En effet, déploya-t-on jamais en aucun temps une plus grande coquetterie musicale ? Fit-on jamais chanter sur une toile de plus capricieuses mélodies ? Un plus prodigieux accord de ton nouveau, inconnu, délicat, charmant ? C'est en ces termes que Baudelaire commente dans les toutes premières pages de son salon de 1845, le tableau de Delacroix intitulé Le Sultan du Maroc entouré de sa garde et de ses officiers, où il fait entrer le signe de la picturalité en résonance avec un autre médium, dans des rapports d'échange dynamiques et créatifs. Cet accent mis sur les similitudes entre écriture, musique et peinture ponctue les réflexions du critique d'art dont la formule clé est attestée dans le texte de la couleur, où s'origine son esthétique de l'analogie et des correspondances. On trouve dans la couleur l'harmonie, la mélodie et le contrepoint. Cette quête des correspondances connaîtra son développement le plus approfondi et le plus systématique dans le texte L'Art romantique consacré au compositeur de Tannhäuser où Baudelaire pose l'analogie comme principe d'équivalence généralisée non seulement entre les signes mais aussi entre le sensible et le spirituel, les sensations et les concepts, et entre l'imagination, l'image et la couleur, Bernard Vouilloux. Ainsi, s'élabore une méthode critique inédite qui ne cessera d'être mise en œuvre par l'auteur des curiosités esthétiques, saisissant de l'intérieur la matérialité de la peinture et de la musique, afin de faire surgir de nouvelles modalités de la relation entre l'écriture poétique et la musique, Benoît de Comullier, qu'il développera dans son écriture émancipée des exigences académiques de la critique traditionnelle, écriture seconde, puisqu'il s'agira de démontrer que le meilleur compte-rendu des apostrophes. Un tableau pourra être un sonnet ou une élégie, en ayant recours aux métaphores, Samia Kassab Sharfi, écrit-il dans le salon de 1846. Ces correspondances entre la musique et les couleurs ont été établies de manière récurrente au cours des siècles avec Roger de Pile au XVIIe accent grave siècle, 1635 à 1709, et Diderot au XVIe siècle qui en fera longuement usage dans ses salons. Edia Kadar,
où il n'hésite pas à rendre compte de sensations visuelles à l'aide d'impressions auditives pour dépeindre un tableau, et au XIXe siècle, Stendhal puis Baudelaire feront-elles expérience intime et personnelle de la peinture, tous deux à leur manière, grands amateurs de musée et d'images, Brigitte Diaz, de même que les frères Goncourt participent de ce processus du fait pictural dans le roman, Dora Bassi, qui trouve son prolongement aujourd'hui chez des auteurs contemporains comme Tonino Benacquista, Meriem Belkayed. Ce dynamisme baudelairien se retrouve à l'œuvre dans le champ de la réflexion critique sur Delacroix, Faiza Benzina, et dans la représentation de l'artiste, de même que Delacroix, par un effet de miroir, est un peintre littéraire qui n'a cessé de s'inspirer de Dante, Rida Bouguera. De plus, l'attention des intervenants s'est portée au cours de ces journées sur plusieurs axes de travail autour de l'esthétique et de la réception de l'œuvre poétique et en prose de Baudelaire, Chadli El Mostafa, ainsi que de sa modernité et de son apport novateur, annonçant le travail d'Apollinaire, Samir Marzouki, d'Aragon, M. Kamel Aoué, et trouvant un large écho chez Malraux, Monsef Kémiri, et que Femme Baudelaire a suscité des analyses fécondes, telles que celles effectuées par Sartre, Nadjet Labidi. Faiza Benzina. De l'ARTI à l'ISATION. Naissance de l'art littéraire. 1807 à 1859. José Luis Diaz. Université Denis Diderot. Paris 7. Comment la littérature s'est-elle transformée sous l'influence des arts au cours de la première moitié du XIXe siècle, et donc bien avant Baudelaire? Comment, au cœur même de ce processus, a-t-elle pu, la poésie surtout, en venir à être considérée comme un art, ce qui n'était pas possible avant? Telles sont les questions que je voudrais poser. Car il m'a paru utile, en songeant surtout aux étudiants qui nous écoutent, de dessiner à titre de prologue, un cadre historique un peu large à nos circuits autour de Baudelaire et les arts. Dans ce processus dont je me propose de marquer les grandes étapes, Baudelaire ne sera donc qu'un point d'aboutissement. Quel Baudelaire? Celui de l'article sur Banville en 1861. La poésie moderne tient à la fois de la peinture, de la musique, de la statuaire, de l'art arabesque. Et si heureusement, si habilement agencée qu'elle soit, elle se présente avec les signes visibles d'une subtilité empruntée à divers arts. Celui qui, à propos de Hugo, écrit la même année: la musique des vers de Victor Hugo s'adapte aux profondes harmonies de la nature. Sculpteur, il découpe dans ses strophes la forme inoubliable des choses. Peintre, il les illumine de leur couleur propre d'eux. Celui qui, dans ses projets de préface des Fleurs du Mal, l'année suivante, rappelle que la poésie touche à la musique, mais aussi qu'elle se rattache aux arts de la peinture, de la cuisine et du cosmétique. 3. Ou encore le Baudelaire qui, évoquant Gautier en 1859, insiste sur cette dimension pittoresque de son œuvre poétique. 4. Comme il insiste sur l'importance de sa critique d'art, dans laquelle Gautier a manifesté un sens cosmopolite du beau. 5. Mais on le devine, lorsque Baudelaire fait un tel éloge de ce Gautier-là, poète-artiste mais aussi initiateur de sa génération littéraire à la peinture. 6, c'est aussi de lui, bien sûr, qu'il profile la stature, comme d'un poète qui, tout aussi résolument que Gautier, a choisi de changer de scène. Planter le décor, d'abord, hors de la littérature pour faire tabula rasa. Prendre pied par la peinture avant la poésie, les salons de 1845 et 1846 ayant paru en éclaireur, en missile presque, avant les Fleurs du Mal. C'est à décrire les différentes phases du processus qui aboutit à ce Baudelaire-là, que je vais m'attacher ici. Pour la clarté de l'exposé, j'en distinguerai 4. Je vais d'abord rappeler les résistances que les Lumières et leurs héritiers du début XIXe siècle ont marquées contre l'annexion de la littérature au rang des beaux-arts, et montrer comment cette situation commence à changer lorsque la seconde Madame de Staël, celle de Corinne, 1807, puis de l'Allemagne, 1810 à 1814, insiste sur la dimension artiste de la poésie. Je montrerai ensuite comment une telle artialisation de la poésie constitue déjà un slogan pour le second cénacle hugolien, dans les années 1827 à 1830, avec Sainte-Beuve, Hugo et Émile Deschamps, 1828 pour porte-drapeau. Une telle artialisation s'affirme après 1830, lors de la naissance de la revue L'Artiste, et de l'émergence de la notion de l'art pour l'art. Mais cela supposera bientôt scission entre deux romantismes,
le romantisme humanitaire, mystique et antiplastique selon l'art social, et le romantisme martialisé de la première génération de l'art pour l'art, celle de Gautier, un romantisme artistiqué, si l'on préfère, pour parler comme le fait Balzac dans une lettre du 1837 à Maurice Schlesinger VII, où il excuse du retard mis à lui remettre une de ses nouvelles musicales, Massimilla Doni, dont le centre est occupé par un commentaire du Mosè de Rossini. Ce qui nous fait entrer déjà dans une quatrième période, qui mène enfin à Baudelaire. Celle où ce processus va être poussé encore plus loin encore, les phares devenant alors les grands peintres plus que les grands poètes. Période qu'on pourrait caractériser par une évocation sibylline d'Asselineau, dans son livre sur Baudelaire. Vers ces temps-là, 1840, une évolution se fit dans l'esprit du public. Les luttes littéraires étaient closes. L'intérêt qui toujours déserte les causes gagnées, se tourna d'un autre côté. La peinture détrôna la poésie 8. 1. Ut pictura poesis. Les RESISTANCES. Malgré l'adage d'Horace, Ut pictura poesis, alors pourtant couramment cité, qu'on ne croit pas que l'âge classique puis les Lumières ont beaucoup avancé dans le processus de mise ensemble des divers arts ou, si l'on préfère, dans l'avènement de ce qu'on nommera après 1830, la fraternité des arts neufs, l'alliance des arts 10, ou encore la centralisation de la littérature et des arts. Selon la description qu'en donne Sainte-Beuve, en 1829, point de telle fraternité en vue à l'époque de Boileau. Alors les arts, au lieu de vivre et de cohabiter au sein de la même sphère et d'être ramenés sans cesse au centre commun de leurs rayons, se tenaient isolés chacun à son extrémité et n'agissaient qu'à la surface. Perrault, Mansart, Lully, Lebrun, Boileau, Vauban, bien qu'ils eussent entre eux, dans la manière et le procédé des traits généraux de ressemblance, ne s'étendaient nullement et ne sympathisaient pas, emprisonnés qu'ils étaient dans la technique et le métier. Aux époques vraiment palingénésiques, c'est tout le contraire. Phidias qu'Homère inspire suppléerait Sophocle avec son ciseau, Orcagna commande Pétrarque ou Dante avec son crayon, Chateaubriand comprend Bonaparte XI. Même situation au début du siècle suivant. L'abbé Dubos, qui est pourtant l'un des esthéticiens les plus modernes et les plus relativistes de son temps, insiste sur la spécificité de chacun des arts. Une section de ses réflexions critiques sur la poésie et la peinture se propose de démontrer qu'il est des sujets propres spécialement pour la poésie, et d'autres spécialement propres pour la peinture. 12. C'est là encore la position d'un esthéticien néoclassique tel que Quatremer de Quincy, au début du siècle suivant. En 1805, dans son essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation dans les beaux-arts, il continue d'affirmer. Chacun des beaux-arts se présente à nous, dans sa région particulière et distincte à peu près comme un de ses états partiels, qui forment avec d'autres la totalité d'un même empire, mais qui pour être soumis aux lois générales d'un gouvernement central, n'en a pas moins ses coutumes, ses privilèges, ses lois d'exception, et son caractère spécial imprimé par la nature 13. Pendant toute l'époque des Lumières, ce qui milite contre la fusion des arts, et ce qui interdit en particulier l'annexion de la littérature par le continent Beaux-Arts, c'est non tant un choix esthétique qu'une résistance politique. Pour Louis-Sébastien Mercier comme pour la première Madame de Staël, les arts sont du côté de la représentation sensible et sensuelle du monde, ils sont donc dangereux. Dangereux pour cet esprit de critique et de liberté intellectuelle qu'est l'esprit philosophique, qui suppose arrachement au sensible, et nécessité de l'abstraction. Unanime à condamner le luxe et la sensualité qui constituent la philosophie implicite des beaux-arts, tous deux sont unanimes aussi à condamner l'artiste pour sa dépendance économique à l'égard des puissants, seul en mesure d'acheter son œuvre. Sa situation de vassalage le rend objectivement le suppôt des grands seigneurs 14. Aussi, pas question pour ces deux héritiers des Lumières de penser l'union art-littérature, ni même d'employer le mot d'artiste, dévalorisé pour l'instant et sensiblement synonyme de celui d'artisan, pour désigner un écrivain. Un ouvrage qui n'est pas écrit avec philosophie classe son auteur parmi les artistes, mais non parmi les penseurs, tranche Madame de Staël dans de la littérature dans ses rapports avec les institutions sociales en 1815. Quant à Mercier, c'est dès 1778 qu'il exprimait de fortes craintes face à l'autonomisation de l'art littéraire. Pas question pour les écrivains de se faire simples artistes et de renoncer à la philosophie. Car cessant d'être éclairés par cette classe d'hommes qui remonte toujours aux premiers principes, les philosophes bien sûr,
les écrivains deviendraient des espèces d'automates façonnés à une seule et même routine. Et de prédire, sans la philosophie, les romanciers, les poètes dégénéreront en compasseurs de phrases, en jolis arrangeurs de mots, égarant ainsi, la pensée mâle et fière 16. Fidèle à ses attendus, Mercier se fabriquera à l'époque révolutionnaire et impériale une identité de pourfendeur de la peinture. Il dénoncera alors la peinture comme étant une sœur idiote de la poésie. Un art local, un art borné, à la merci d'un rayon de soleil. La peinture est la mort des idées intellectuelles, et le premier pas vers toute espèce d'idolâtrie 17, écrit-il alors. Aussi se félicite-t-il, en 1796, que la mode qui s'est déjà emparée du mot artiste 18, se soit arrêtée par chance aux frontières du bastion littéraire. Aux côtés de l'artiste danseur, de l'artiste comédien, de l'artiste ventriloque, de l'artiste violon, dont ils se gaussent, nés qu'ils sont de la débauche linguistique révolutionnaire, heureusement que l'artiste homme de lettres ne s'est pas imposé. On a été sur le point de dire l'artiste Montesquieu, l'artiste Buffon 19. C'est qu'aux yeux de Mercier comme à ceux de Madame de Staël, seul l'écrivain philosophique présente toutes les garanties d'indépendance. Au contraire, s'il existait des artistes littéraires, il ferait tomber à coup sûr la haute littérature, ce palladium des libertés vains, sous la dépendance des puissants. Réduite à n'être qu'un art, la littérature ne serait plus que fiction et effet de rhétorique mensonger. Ce que, selon Madame de Staël, en a fait Buffon, qui, selon elle, s'est trop complu dans l'art d'écrire 21. Rares sont alors ceux qui dévient par rapport à cette ligne à l'appui de laquelle le militantisme philosophique seconde l'esthétique classique en son insistance sur la spécificité de chacune des activités intellectuelles. Plus rares encore ceux qui, tel ce fou de Chassaignon, en son étrange ouvrage de 1778, Cataracte de l'imagination, veulent que le poète offre de s'associer avec l'artiste 22, ou bien se moquent d'un automate imbécile qui ne connaît pas l'analogie et la consanguinité des arts 23. On a bien entendu, la consanguinité plus fort encore que la fraternité. Un Diderot même, malgré sa fibre artistique si développée et l'importance décisive de sa critique d'art, mais qui n'aura d'influence qu'après 1830, date de la publication de ses salons, n'est pas de ceux qui acceptent de confondre peinture et poésie. La poésie et la peinture sont peut-être les deux talents qui se rapprochent le plus, remarque-t-il. Mais d'ajouter aussitôt, cependant on citerait à peine un seul homme qui ait su faire en même temps un beau poème et un beau tableau, 24. Aussi, le plus métaphysicien et le plus artiste des génies de cette époque, 25, s'est-il arrêté en chemin selon Sainte-Beuve. Car il en s'en tient trop à l'art théorique, l'art esthétique et raisonneur 26. Et il reste trop littérateur. Dans toute son esthétique, il méconnut les limites, les ressources propres et la circonscription des beaux-arts. Il concevait trop le drame en moraliste, la statuaire et la peinture en littérature, le style essentiel, l'exécution mystérieuse, la touche sacrée, ce sine qua non de confection dans chaque œuvre d'art pour qu'elle parvienne à l'adresse de la postérité, sans doute ce coin précieux lui a échappé souvent 27. C'est l'occasion pour Sainte-Beuve de ménager une antithèse entre Diderot et le couple André Chénier-Bernardin de Saint-Pierre qui, dans leur siècle, seul, demeure tout à fait à part. Vrai et chaste poète, artiste exquis et délicat, aimant le beau en lui-même, l'adorant sans autre but que de l'adorer 28. L'occasion aussi pour lui de marquer, en écrivant ainsi à sa façon l'histoire de la naissance de l'art littéraire, l'importance de Chateaubriand. Bien autrement artiste que Madame de Staël, lui voulait s'enfermer dans l'art pur 29. Formule de 1829 qui oppose deux romantismes différents et rivaux. L'école dite critique, celle de Madame de Staël et des prosaïstes 30 genevois du globe, et à l'école d'André Chénier. C'est ainsi que Sainte-Beuve désigne de manière un peu étrange le second cénacle hugolien, dit cénacle de Joseph Delorme 31, dont il ne va pas tarder à se reconnaître lui-même membre. 2. La poésie comme tous les beaux-arts. Malgré cette évaluation faussée par l'esprit de parti, difficile de ne pas reconnaître qu'en France, c'est bien pourtant du côté de la seconde Madame de Staël que s'est faite une évolution décisive en la matière. Les premiers pas dans la direction de l'esthétique, comme on commence peu à peu à dire en France 32, se font en effet dans de l'Allemagne en 1810 à 1814. Madame de Staël s'y félicite que la poétique de tous les arts a été rassemblée sous un même point de vue dans les écrits de Winckelmann, 33, et elle dit son accord avec les thèses esthétiques de la troisième critique de Kant.
Quant aux premiers signes de la reconnaissance de l'art littéraire, ils étaient déjà dans Corinne dès 1807. La poésie, comme tous les beaux-arts, captive autant les sensations que l'intelligence. 34. Formule innovante que va confirmer 20 ans plus tard, en 1828, une autre formulation plus nette encore d'Émile Deschamps, où j'aime avoir le tournant décisif dans l'invention de l'art littéraire. Cette formule met de nouveau l'accent sur la nature sensorielle, non de la littérature, considérée pour l'instant comme chose abstraite, intellectuelle, non artiste, mais de la seule poésie. Elle oppose poésie et littérature, en se proposant d'extraire de la gangue, littérature la poésie, seule digne d'être considérée comme un art, en raison de sa nature à la fois plastique et musicale. La poésie, écrit en effet Émile Deschamps, n'est pas seulement un genre de littérature, elle est aussi un art par son harmonie, ses couleurs et ses images, et comme telle, c'est sur les sens et l'imagination qu'elle doit d'abord agir, c'est par cette double route qu'elle doit arriver au cœur et à l'entendement. 35. Ce que Deschamps réalise ainsi, c'est une sorte de coup de force. Une véritable rupture épistémique, qui a pour conséquence un réaménagement en profondeur du champ des disciplines. Car Deschamps détache la poésie de l'ensemble littérature plus philosophie, pour la propulser au sommet de l'art, astre nouveau. Conséquence de cette nouvelle alliance de la poésie avec l'art, seuls les artistes sont aptes à comprendre la poésie. Les grands musiciens et surtout les grands peintres, enfin tous les artistes distingués, sont bien plus sensibles à la poésie et par conséquent, en sont bien meilleurs juges que les hommes de lettres proprement dits. 36. Et voici que déjà aussi Deschamps énonce cette idée, qui sera reprise en refrain jusqu'à Baudelaire. 37, que cette prise en considération de l'art poétique ne sera pas aisée en France, pays de tradition intellectuelle et analytique. Car le caractère, l'éducation, les habitudes des Français n'ont rien d'artiste. À Paris, les arts et la poésie sont un sujet de discussion au lieu d'être un amour. 38. Deschamps énonce aussi cette autre idée qu'il s'opère toujours des révolutions conjointes dans tous les arts à la fois. 39. Révolution que voudrait accélérer une revue qu'il rêve de fonder avec Hugo, en cette même année 1828, mais qui ne verra pas le jour, la réforme littéraire et des arts 40. Mais déjà Deschamps bute sur ce dilemme. La poésie, art le plus haut, est pourtant un art entravé par sa substance. La langue qui ne lui est pas propre, puisqu'elle sert aussi à véhiculer les mots de la tribu, comme dira Mallarmé. Car si elle est l'art le moins palpable, celui dont les secrets sont les plus nombreux et les plus intimes, la poésie est aussi, comme il l'écrit avec humour, celle qui a le grand désavantage sur les autres arts de n'avoir pas une langue à part et d'être obligé de s'exprimer avec les mêmes signes qu'un exploit d'huissier ou qu'un roman vertueux qui fait pleurer les marchandes de mode. 41. Ce qui conduit Deschamps à inviter le poète nouveau à l'étude approfondie du rythme, de l'harmonie, de la fabrication du vers ou de la strophe, enfin de tout le matériel poétique, et à insister sur ce qu'il appelle la partie artiste de la poésie, opposée à sa partie intellectuelle et littéraire. 42. Donc, à considérer que la langue poétique est quand même une langue spéciale, douée d'une musicalité et d'une plasticité supérieure. Une langue dont la marque stylistique sui generis apparaît désormais comme consistant dans le recours à la métaphore, au sens large. Mais cette fois, c'est Pierre Leroux qui va le montrer l'année suivante, avril 1829, dans un article du Globe sur le style symbolique. 43. Si c'est Émile Deschamps qui donne la formule la plus nette de la révolution esthétique en cours, c'est dans le dialogue exactement contemporain de Hugo, chef du second Cénacle 44, et de Sainte-Beuve, romantique néophyte venu du Globe, qu'on assiste aux premiers émois qui caractérisent ce nouveau monde mental en gestation. À Hugo qui félicite Sainte-Beuve, le 24 septembre 1827. Vous comprenez l'art en poète, vous faites de la critique en artiste. Sainte-Beuve répond le 26 août 1828 d'Angleterre où il se trouve en voyage d'artiste, courant de sensation en sensation. 45. Je vous dois de comprendre et de sentir l'art, car auparavant j'étais un barbare. Une cathédrale était pour moi une énigme dont je ne cherchais pas le mot, et le plus beau tableau ne me semblait qu'une idée que j'évaluais à la Jean de lettres. 46. Entente parfaite, donc, entre le critique artiste, que voudrait être Sainte-Beuve désormais, et le professeur d'art qu'il s'est trouvé en Hugo, qui par sa culture artistique plus avancée, en particulier architecturale, l'a délivré du pire contresens, celui de Diderot, celui des Français, jugé de l'art en philistin, c'est-à-dire en littérateur. Nous sommes à l'époque où le Cénacle commence à accueillir les peintres et les dessinateurs.
Louis Boulanger, les frères de Veria, Eugène et Achille, Delacroix parfois, en attendant que le petit cénacle tienne ses séances rue de Vaugirard, dans l'atelier du sculpteur Jehan du Seigneur. L'époque où Hugo écrit ce recueil artistes que sont les Orientales, 1829. L'époque où il prône la liberté dans l'art, 47, ou dans la préface des mêmes Orientales, 1829. Il rêve d'une œuvre aussi inventive en son désordre qu'une vieille ville d'Espagne, labyrinthe d'édifices dressés côte à côte, pêle-mêle, palais, hospices, couvents, casernes, 48, ou dans la préface d'Hernani l'année suivante, il s'émerveille de la fantaisie qui lui a pris de mettre, comme l'architecte de Bourges, une partie presque mauresque à sa cathédrale gothique, 49. C'est aussi l'époque où il vante Émile Deschamps d'être non seulement un poète, ce qui est peu de choses, mais encore un grammairien et un prosodiste, tout en appréciant chez lui l'abondance des images, l'invention pittoresque des détails, l'ordonnance habile des compositions, la richesse des couleurs, 50. Jeux de camaraderie littéraire, comme dira Latouche 51. Mais qui ont le mérite de rassembler le cénacle autour d'un scénario octorial commun. Quant à Sainte-Beuve, il se fait alors le critique lige de ce Hugo-là. Il voit en lui un inventeur de rythme, un architecte en construction lyrique, 52. Il compare ses petites ballades à tout moment brisées par le rythme, à ses peintures à tout moment brisées par les carreaux que sont les vitraux, 53. Et il félicite Hugo de ses talents d'harmoniste et d'architecte. Il a été et il est harmoniste et architecte en poésie. Grâce à lui, il semble en quelque sorte que l'orchestre de Mozart et de Rossini remplace celui de Grétry dans l'Ode, ou encore l'Ode, ainsi construite, avec ses voûtes et ses piliers, ses festons et ses découpures sans nombre, ressuscite aux yeux le style des cathédrales gothiques ou de l'Alhambra, 54. Sainte-Beuve invente alors la notion de poète-artiste, qu'il applique à Chénier, opposé à La Fontaine, poète d'instinct, 55. Et alors que le premier romantisme affectait une chaste incompétence à l'égard des choses de l'écriture, le cénacle hugolien s'intéresse au secret de facture, 56, qui caractérise cet artiste, que se doit d'être désormais le poète. Car c'est bien là le premier sens que le mot d'artiste prend alors. Dans l'écrivain à qui il est désormais permis de l'appliquer, il permet de cibler le technicien et l'esthète. Certes, il n'est pas encore à l'ordre du jour que les scrupules formels de l'artiste l'emportent sur l'inspiration immatérielle du poète, 57, ni non plus que les arêtes du style cisèlent l'infini de la rêverie inspirée. De tels renversements sont pour plus tard, la génération du Parnasse en fera sa mission. Mais l'indolence d'un Lamartine à l'égard du style, de la versification et même de l'orthographe sont des fautes qu'on réprime alors avec acidité, 58. Car la poésie ne doit plus être chose éthérée, mais diamant scintillant. Le poète-artiste, 59, ce magicien subtil, se doit d'être un homme de style, riche d'images et de tours, attentif à la forme, tout en étant ouvert à la diversité esthétique du monde, au miroitement universel des apparences. Il doit faire preuve de ce que Sainte-Beuve nomme, dans une des pensées de Joseph Delorme, le sentiment de l'art. Sentiment qui implique un sentiment vif et intime des choses, 60. Chantre de ce nouveau credo, Sainte-Beuve consacre un des poèmes de ce recueil à vanter avec un émoi mystique la fraternité des arts, suivant en cela une tendance déjà marquée par Vigny en 1825-61, ou par le Jacob Delries de Balzac, dès 1820-62. Et tout en marquant ses distances à l'égard de l'école critique de Madame de Staël et du Globe, dont il reste pourtant alors l'un des critiques attitrés, il encense le cénacle des poètes groupés autour de Hugo vers lequel il penche déjà. Laissant à d'autres les théories et la polémique, ils ont abordé l'art en artiste et se sont mis amoureusement à créer. Poète avant tout, il laisse à dire à d'autres tout ce qu'on peut dire d'excellent et de général sur l'art sans être artiste et praticien. Il se contente d'appeler l'attention sur un petit nombre d'articles de fine et délicate critique dont les poètes seuls ont conscience, 63. Au contraire, Madame de Staël et les gens du Globe, tout. En sentant fortement et même en régénérant l'art par de vivifiantes croyances, ils n'ont pas exécuté d'œuvre. L'exei monumentum n'a pas été leur devise. Ils ont improvisé en causant, ils n'ont pas achevé de tableau ni sculpté en marbre, 64. Voici donc que dès les années 1828 à 1829, se met en place un nouveau monde esthétique, avec pour événement accompagnateur la lente naturalisation en France de la notion même d'esthétique, ce qui se fait au détriment de la notion de poétique, bientôt sentie comme néfaste et vieux jeu. Mais cela entraîne des résistances.
car cette façon de faire basculer la poésie dans le continent art, et dans l'art le plus matériel, la peinture, trouve immédiatement des contradicteurs, héritiers de Louis-Sébastien Mercier. Les libéraux et les critiques du Globe dénoncent dans les orientales une poésie pour les yeux. On crie à l'invasion du matérialisme dans les arts. Même les critiques les plus sympathiques à Hugo remarquent qu'il se délecte à la couleur, et se plaît à la faire ruisseler de ses pinceaux. 65. Critique que Rabroux, l'auteur de Joseph Delorme 66, avant de se voir accusé lui-même dans le Globe, par un de ses critiques, qui lui aussi s'en prend à la poésie pour les yeux 67, et qui récuse le parallèle poésie-peinture. Toutes ces couleurs si fines, si délicates que Bonington trouve dans sa palette, comment M. Hugo les trouvera-t-il sous sa plume? Pour rendre 40 nuances, la langue lui fournira-t-elle 40 mots? C'est que les arts unis par le sentiment, unis par la pensée, diffèrent essentiellement par leurs moyens de rendre cette pensée, d'exprimer ce sentiment, chacun a ses instruments, son domaine. Ils ne sauraient franchir leurs limites sans s'égarer, se transformer sans périr. Voyez ce qu'est devenue la musique, quand elle a voulu s'identifier avec la poésie. En résulte-t-il que les arts doivent être absolument égoïstes, et qu'il leur est défendu de se faire quelques emprunts mutuels? Non, sans doute, mais il faut surtout que ces emprunts ne s'érigent pas en système absolu. Ainsi que M. Hugo dise de temps en temps un ciel noir, pourvu qu'il ne repousse pas de la poésie un ciel triste, qu'il parle des doigts longs et blancs mais sans proscrire les doigts délicats 68. Mais ces résistances ne troublent pas ceux qui, dès avant 1830, saluent en revanche les métamorphoses de F.R. Tel est par exemple le langage d'un critique anonyme du Mercure de France au XIXe siècle, en 1829. De toutes parts et sous toutes les formes l'art se métamorphose et se rajeunit. La musique, la peinture, la statuaire et la poésie ont pris de nouvelles mœurs et de nouveaux vêtements. Rossini, Boulanger, David et Victor Hugo peuvent à bon droit réclamer leur part de cette révolution universelle qui se prépare. Pour la première fois peut-être l'art a deviné que tous les âges et tous les climats ont leur beauté propre 69. 3. La FRATERNITE des arts. À la période suivante, celle d'après 1830, la fraternité des arts s'impose. Au lieu de rester une mystique cénaculaire, elle s'inscrit dans le réel, artistique, journalistique, éditorial, et elle donne lieu à des mythes de grande diffusion. En février 1831, elle trouve à la fois un symbole et une rampe de lancement dans la création de la revue L'Artiste, dont la célèbre image en frontispice et les préambules successifs 70 célèbrent l'union des arts. La revue conjoint, dans un même numéro, Nouvelles des arts et des lettres, critique littéraire et critique artistique, reproduction lithographique d'œuvres d'art et portraits d'artistes. Voici la fraternité des arts, faite revue de luxe hebdomadaire, ce qui n'empêche pas que ce mot d'ordre y garde ses relents mystiques primitifs. Ainsi sous la plume de Borde de Parfonderie, en 1836. Il faut être musicien et la peintre dans la poésie, peintre et poète dans la musique. Trinité mystérieuse qu'on ne peut rompre, triangle dont chaque sommet ne peut se séparer des deux aboutissants, trépied sacré sur lequel brûle le feu éternel de l'amour 71. À cela s'ajoute toute une série de manifestations de ce qu'il faut bien appeler un romantisme artiste, marque spécifique de ces années-là. Les échanges poésie-art plastique se multiplient et dans les deux sens. Les peintres et les dessinateurs cherchent leur sujet dans les auteurs à la mode, Dante, Byron, Scott, le Goethe de Faust, bientôt le Hugo des Orientales. Les poètes cherchent les leurs chez les peintres. Déjà l'on s'était émerveillé en 1829, que le Mazeppa de Louis Boulanger eût inspiré deux poètes à la fois. L'un tout lyrique, Victor Hugo, l'autre tout pittoresque, Jules de Rességuier, dans un recueil au titre emblématique, Tableau poétique 72. Après 1830, les poèmes inspirés par la peinture et les autres arts augmentent. Et les poètes rendent hommage aux peintres et aux sculpteurs. Ainsi de Hugo dans une strophe restée dans ses brouillons, ou dans sa dédicace de 4 pièces de ses feuilles d'automne, 1831, à Louis Boulanger, d'une autre à M. David Statuaire, et plus tard dans les voix intérieures, 1837, d'un poème à Albert Durer. Les poètes aiment à répéter le mot du Corrège, Anch'io son pittore. Eux aussi y vont de leurs tableaux, de leurs esquisses ou de leurs bambochades. Mais à cela s'ajoute désormais la contribution de la prose, soit par des poèmes en prose tels que ceux d'Aloysius Bertrand, fantaisie à la manière de Rembrandt et de Callot,
soit par une myriade de contes d'artistes, dans le lignage des contes des Hoffmann, ou de nouvelles qui sous la plume de Balzac mettent en scène des artistes fictifs, les peintres Théodore de Sommervieux ou Fraunhofer, le sculpteur Sarrazine dans la nouvelle du même nom, ou des artistes réels, les sculpteurs Bouchardon dans Sarrazine, les peintres Poussin et Porbus dans le chef-d'œuvre inconnu. Mais dans le récit balzacien, le peintre aura aussi une fonction transversale. Être le regard convoqué par le narrateur pour donner qualité esthétique au spectacle que sa prose jette au lecteur, pour l'éblouir des richesses de sa palette, tandis qu'elle imite aussi le fracas d'un orchestre rossinien, ainsi que le dit Philaret Chasles à propos de La peau de chagrin en 1831-73. Les écrivains Théophile Gautier, Gustave Planche, Auguste Jalles, Théophile Thoré, se font critiques d'art. Les peintres Eugène Delacroix, Louis Boulanger, Alfred Johannot écrivent dans des revues littéraires telles que L'Artiste, La Revue de Paris ou La Liberté, Journal des Arts. L'atelier de l'artiste devient un centre de réunion à la fois réel et mythologique. Artistes, poètes, jeunes France, un peu plus tard Bohème s'y réunissent, sur fond d'un pandémonium de choses artistiques, celui qu'évoque, en 1833, la pièce liminaire de Feu et Flamme de Philothée Onédi, l'un des membres discrets du Petit Cénacle. Par ailleurs, ces multiples signes matériels d'une fraternité esthétique active se doublent d'imaginaire mythologique. À la notion archaïque de beaux-arts, succède ce nouveau mot mana, l'art. C'est ce que remarque, en 1834, un collaborateur du Nouveau Tableau de Paris au XIXe siècle, Charles de Glény, dans un article intitulé « Le langage à la mode ». Au lieu des beaux-arts que nous connaissions tous par leur nom de famille ou par leur nom de baptême, nous avons l'art, roi nouveau que le siècle a porté sur ses pavois et qui le gouverne en despote ombrageux 74. Parallèlement, à titre de figure octoriale légendaire, au poète succède l'artiste. Mot qui vers 1830 dira plus tard Gautier, excusez tout 75. Le nouvel écrivain se dit artiste, poète-artiste, artiste littérateur 76, artiste littéraire 77, peintre littéraire 78, homme d'art 79. Parallèlement, sous la plume de Balzac, la littérature devient l'art littéraire 80. Ce nouvel écrivain se veut coloriste 81. Il lutte de pittoresque et de couleur locale avec le peintre. Mais de cette mutation, il ne réussit pourtant pas toujours à convaincre les artistes au sens propre, peintres ou musiciens. Ce qui provoque la colère de Balzac. En 1837, dans une lettre ouverte à Maurice Schlesinger, il se plaint de cette dénomination méprisante de gens de lettres, dont les artistes continuent d'affubler tous les écrivains indistinctement. Divient le monde en artiste, en connaisseur, en épicier. Il s'entête à refuser la qualité d'artiste aux écrivains malgré leur récente tendance à s'artistiquer 82. Pourtant la mode artiste bat alors son plein. Tellement même qu'elle se dégrade même en manie, voire en pathologie selon les satiriques aux aguets. On parle couramment vers 1833, d'artistomanie 83 et d'artist time 84. Comme George Sand, on se moque de l'artistocratie 85. Même Gautier en vient à s'en prendre dans ses Jeunes Frances, roman goguenard, 1833, au ravage stylistique dont se rend responsable la nouvelle mode. Attraper le style artiste, c'est vite devenu aussi facile que d'attraper le style rêveur ou le style intime. Le rêveur avec une nacelle, un lac, un saule, une harpe, une femme attaquée de consomption et quelques versets de la Bible. L'intime avec une savate, un pot de chambre, un mur, un carreau cassé. L'artiste en ouvrant au hasard le premier catalogue venu, en y prenant des noms de peintres en I ou en O, et par-dessus tout en appelant Titien Tiziano et Véronèse Paolo Cagliari, 86. Pourtant c'est bien ce même Gautier qui, au cours de ces années 1833 à 1845, va être un des principaux vecteurs du passage à l'âge suivant, celui de Baudelaire. Époque dont il me reste à esquisser les contours. 4. Changer le dictionnaire en palette. C'est l'âge où après 1833, le romantisme se scinde en deux. L'art social d'un côté, de l'autre, l'art pour l'art. D'une part donc, le romantisme dit social, avec tous ceux qui à la suite de Hugo et des autres mages romantiques, mais surtout des critiques humanitaires, clament que le poète a charge d'âme 87, et s'en prennent aux artistes purement plasticiens tels que le Hugo des Orientales ou de Notre-Dame de Paris. D'autre part, l'art pour l'art, formule attestée à partir de 1834, mais qu'on ne trouve pas encore dans la préface de Mademoiselle de Maupin l'année suivante. Pourtant la formule s'impose peu à peu, et avec elle l'idée d'une autonomie de l'art.
C'est là le langage que tient Gautier, dès 1847, dans son article sur Topfer, dans la Revue des Deux Mondes 88, puis en décembre 1856, dans le nouveau prospectus de la revue L'Artiste dont il vient de prendre la direction 89. C'est là encore la formule qu'il répète, en 1868, à propos de Baudelaire, en faisant de lui un des principaux adeptes de ce mot d'ordre 90. Côté romantisme artiste, on assiste alors à une radicalisation, par différenciation d'avec l'idéalisme de l'école adverse, censée préférer les symboles incorporels, comme Lamartine ou Laprade. L'immixtion de l'art dans la poésie, comme dira Gautier, caractérise cette période. Une foule d'objets, d'images, de comparaisons qu'on croyait irréductibles au verbe, sont entrés dans le langage et y sont restés. La sphère de la littérature s'est élargie, et renferme maintenant la sphère de l'art dans son orbe immense 91. Nous voici arrivés à l'époque où, comme le dira un jour le même Gautier, la peinture et la poésie fraternisaient 92. Mais cette fraternisation, qui avait été initialement faite avec un net avantage à l'art littéraire, ainsi par exemple dans les formulations de Balzac en sa préface de La peau de chagrin en 1831-93, se fait désormais avec un accent mis sur la peinture comme nécessaire expérience pour des écrivains toujours soupçonnés d'abstraction, d'un art plus matériel. Expérience impossible aux poètes qui ne sont que poètes. Comme si la littérature devait cette fois sortir d'elle-même pour renaître véritablement en tant que art littéraire. Ce qui conduit Gautier, directeur de l'Artiste, à proclamer, en manière de manifeste, en décembre 1856. Nous donnerons à l'art proprement dit une place plus large qu'à la littérature. Nous ferons asseoir la poésie dans un musée. Nous avons toujours laissé le livre pour les tableaux, et les bibliothèques pour les musées 94. Et ce qui l'invite lui-même à se proclamer plus peintre que poète. À proprement parler, nous ne sommes pas un homme de lettres. Épris tout enfant de statuaire, de peinture et de plastique, nous avons poussé jusqu'au délire l'amour de l'art. Notre plus grand plaisir a été de transporter dans notre art à nous, monuments, fresques, tableaux, statues, bas-reliefs, au risque souvent de forcer la langue et de changer le dictionnaire en palette 95. Contre le carton-pâte de l'art social, et bientôt de l'art industriel, les poètes cherchent un idéal d'art pur, l'ancien étant obscurci par le discrédit du lyrisme sentimental. Comme l'écrit Albert Cassagne. Les poètes allèrent donc aux peintres, parce qu'ils voyaient en eux de vrais artistes épris de la forme absolue, dédaigneux de la foule, dispensés de démontrer, de raisonner, de conclure, affranchis de la morale, du sentiment, des prédications sociales et des doctrines philosophiques. Dispensés de l'art philosophique, comme dira Baudelaire en 1859-96. Et Cassagne de conclure, se mettre à l'école des peintres, c'était donc régénérer, refaire le romantisme, 97. Régénération qui fut sensible jusque dans les titres des recueils poétiques de ces années-là. Comme le remarque le même Cassagne. Les émaux, les camées, les cariatides, les festons, les astragales, les améthystes, les choses peintes, gravées, sculptées, dessinées, remplacent dans les titres des recueils poétiques les voix, les chants, les méditations, les harmonies, les consolations, les pensées et tous les épanchements de l'âme 98. Alors que le romantisme restauration cherchait de préférence ses arcanes du côté de la musique, art plus insubstantiel, plus sublime, selon Hoffmann 99, l'art littéraire nouveau se veut plastique et pittoresque. La plastique est la qualité première de l'art, finira par écrire Flaubert en préface aux dernières chansons de Louis Bouilhet 1872, tout en dénonçant le spiritualisme de farce bourgeoisant. Et alors que naguère on valorisait le sentiment de l'art, on met l'accent maintenant sur le sens artiste. Ainsi de Gautier jugeant que les Goncourt seront mal jugés par les Philistins, à cause de cette qualité-là 101. Un telle insistance sur l'acuité sensorielle et la matérialité formelle que les arts plastiques emblématisent mieux que les autres, conduit à revenir sur l'œcuménisme égalitaire de la fraternité des arts, façon 1830, lequel tournait souvent à l'avantage du poète, influant sur le peintre plutôt que l'inverse 102. Elle conduit même bientôt à réaffirmer la spécificité de chaque art, tout comme il arrive à Baudelaire de revenir aussi, parallèlement, sur l'idée romantique du mélange des genres 103. Et voici donc déjà que Gautier, dans un article de 1836 dans la presse, insiste sur le fossé qui sépare peinture et poésie. On fait une déplorable confusion et transposition de mots. Une idée en peinture
n'a pas le moindre rapport avec une idée en littérature. Une main emmanchée d'une certaine façon, les doigts écartés ou rapprochés dans un certain style, un jet de pli, une courbure de tête, un contour atténué ou renflé, un mariage de couleurs, une coiffure d'une bizarrerie élégante, un reflet piquant, une lumière inattendue, un contraste de nature entre différents groupes, forment ce qu'on appelle une idée en peinture. Voilà pourquoi le tableau des femmes d'Alger est plein d'idées, et pourquoi aussi il n'y en a pas une seule dans la Jane Grey, de Paul Delaroche, 104. Même tendance chez le Chateaubriand vieillissant en 1845-105, mais aussi chez Sand, qui en 1854, dans Histoire de ma vie remarque. Je ne parle pas de la couleur de Delacroix. Parler de la couleur en peinture, c'est vouloir faire sentir et deviner la musique par la parole. Décrira-t-on le requiem de Mozart ? On pourrait bien écrire un beau poème en l'écoutant, mais ce ne serait qu'un poème et non une traduction. Les arts ne se traduisent pas les uns par les autres. Leur lien est serré étroitement dans les profondeurs de l'âme, mais ne parlant pas la même langue, ils ne s'expliquent mutuellement que par de mystérieuses analogies. Ils se cherchent, s'épousent et se fécondent dans des ravissements où chacun d'eux n'exprime que lui-même, 106. Même tendance aussi chez Delacroix, dès les années 40, si l'on en croit les confidences qu'il aurait faites à Sand. Ce qui fait le beau de cette industrie-là, me disait gaiement ce grand peintre, consiste dans des choses que la parole n'est pas habile à exprimer. Formule épistolaire que Delacroix concluait en félicitant Sand de sentir les limites nécessaires à chacun des arts, limites que messieurs vos confrères franchissent parfois avec une aisance admirable, 107. Et Delacroix de se plaindre, dans une lettre à Théophile Thoré, qu'on juge les peintres toujours avec des idées de littérateur, 108. Dans le même esprit, Baudelaire condamne Louis Boulanger pour avoir imité Hugo, poète qui a fait tomber le peintre dans la fosse, 109. Même sentence l'année suivante, dans le salon de 1846, contre Harry Schaeffer pour les mêmes raisons. N'étant pas né peintre, il est allé demander aide et protection à la poésie, 110. Réflexe qu'on retrouve encore en 1868 dans Manette Salomon. Les Goncourt, ces aquafortistes pour qui un peintre est un esclave de la chimie, un homme de lettres aux ordres d'essence et de suc colorant qui a pour toucher les oreilles de l'âme, du bitume et du blanc d'argent, de l'outre-mer et du vermillon, 111. Il dénonce les ravages que la littérature a pu faire à l'époque romantique sur la peinture, enfié VRE accent aigu par une intime mêlée avec les lettres, par une espèce de saturation littéraire, 112. Comme on le voit, la renaissance de l'art littéraire a pu virer alors à un sentiment de culpabilité des écrivains et des poètes vis-à-vis des peintres. Culpabilité qu'il convient de nuancer par les propos tout à fait inverses qu'il arrive à Baudelaire de tenir sur Delacroix, sacré par lui tout à coup comme étant d'un peintre essentiellement littéraire, en 1859-113, mais que Delacroix lui-même tient parfois, lorsqu'il corrige l'enthousiasme néophyte de ses amis littérateurs en leur rappelant que la peinture n'est pas un art purement matériel. Vous pensez que la peinture est un art matériel parce que vous ne voyez qu'avec les yeux du corps, ses lignes, ses figures, ses couleurs. Le mérite du tableau est l'indéfinissable. C'est ce que l'âme a ajouté aux couleurs pour aller à l'âme 114. De quoi déjà, au plus haut du triomphe de les écoles de l'art, préparer en sourdine l'âge suivant. Celui où par un renversement d'alliance, de la poésie non plus avec la peinture mais avec la musique, plus incorporelle, plus allusive, naîtra le symbolisme. Un âge où Zola en revanche, reste fidèle lui, aux formes de la précédente alliance, de la littérature avec la peinture, mais aussi avec la sculpture et la cosmétique, Baudelaire. Ainsi lorsqu'il évoque le travail stylistique des romanciers naturalistes en 1879, nous qui doublons la littérature de tous les arts, peignant, taillant les phrases comme le marbre, exigeant des mots le parfum des choses, 115. Une fidélité qui perdure encore. En 1889, lorsque Maurice Spronck publie un livre qui a pour titre Les artistes littéraires 116, ou lorsqu'André Belsor consacre en 1937 à Paul de Saint-Victor un article au titre semblable 117. Mais c'est là une expression qui est aujourd'hui datée, archaïque même, comme renvoyant à une période de l'histoire de l'art et de la littérature. Une période que Baudelaire a marquée de son influence, en apportant à cette invention de l'art littéraire sa marque sui generis. Marque qu'il me faudrait maintenant définir, si ce n'était aux autres intervenants de ce colloque de le faire. La marque d'une esthétique qui ne prend pas les arts comme but, mais comme moyen,
et pour qui le détour par la peinture comme médiation artialisée du monde, n'a jamais été qu'une voie pour aller à l'essentiel. Rendre le beau multiforme et versicolore qui se meut dans les spirales infinies de la vie. 118. Le traitement du fait pictural dans Manette Salomon des frères Goncourt. Dora Bassi. Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Université de Tunis. Introduction. Edmond et Jules des Goncourt partent en juillet 1849, le crayon à la main, le pinceau dans l'autre, découvrir à pied la Bourgogne, le Dauphiné, la Provence puis embarquent pour l'Algérie. Ils rentrent avec un carnet de voyage où les croquis, les dessins et les aquarelles se mêlent aux notes et impressions écrites. Des extraits de ce document seront publiés dans la presse et reproduits dans Pages retrouvées en 1886, et constitueront les vrais débuts littéraires des deux frères. Edmond notera dans une de ses préfaces. C'est ce carnet de voyage qui nous a enlevés à la peinture, et a fait de nous des hommes de lettres, par l'habitude que nous avons prise peu à peu d'y jeter nos pensées et nos visions, et par l'effort tous les jours plus grand et plus entêté de leur trouver une forme littéraire. C'est dire l'importance de la peinture dans la carrière et la vie des deux frères. Ils ne cesseront d'ailleurs jamais de produire des aquarelles et des eaux fortes. Celle de Jules en particulier se caractérise par un talent d'une grande souplesse. Ils participeront activement à la renaissance de l'eau forte au milieu du XIXe siècle, et feront de leur maison un musée et une exposition permanente de la peinture et de l'objet d'art. Maison d'un artiste constituera un vrai catalogue riche et commenté de ces passionnés collectionneurs de l'art. Leur journal est parsemé de notes sur l'art pictural. Il est tantôt compte-rendu d'exposition, tantôt chronique de l'actualité du monde de la peinture, de la sculpture et des arts. Une place importante est laissée à la critique d'art et à l'analyse du fait pictural. Les Goncourt publieront, à partir de 1855, L'art au XVIIIe siècle, une série d'études sur les peintres qu'ils ont le plus aimés et admirés, ceux qu'ils préfèrent de loin aux artistes modernes, dont l'exposition universelle, l'année même, a exhibé le bilan et a montré la modernité. La passion pour la peinture sera présente par ailleurs dans leur œuvre romanesque. Ainsi, ils accrocheront lors de l'écriture de l'épilogue de Germiny Lacerteux, une gravure peinte par Jean et représentant le cimetière Montmartre. Manette Salomon 119, désigné souvent dans le journal comme notre roman sur les artistes, et appelé pendant longtemps l'atelier Langibou, s'inscrit à ce titre dans une lignée de romans sur le milieu des peintres et de la peinture. En effet, cette thématique traverse tout le XIXe siècle et l'œuvre goncourtienne se rapproche du chef-d'œuvre inconnu de Balzac, de la première éducation sentimentale de Flaubert, de Corinne de Madame de Staël, et précède les œuvres similaires de Zola, de Maupassant et de Proust. Le roman raconte comment la carrière de Coriolis de Na, jeune peintre talentueux et prometteur, est freinée par la compagnie d'une femme. Le thème de la mésalliance, cher aux romanciers de l'époque en général, est doublé chez les Goncourt par un antisémitisme et une misogynie qui leur est particulière. Le groupe gaillard d'artistes entourant leur prince, chef de file, laisse la place à la femme, celle qui fait de l'artiste un faiseur de tableaux et un peintre sur commande, celle qui le fait sortir du monde joyeux de la camaraderie de l'art vers une mélancolie du foyer familial. Toute l'actualité artistique de l'époque, toutes les modes, tous les débats traversent cette trame romanesque et créent la toile de fond de ce long roman mettant en scène autour de Coriolis plusieurs croquis et modèles d'artistes. La carrière de Coriolis se trouve ainsi constamment mise dans le contexte artistique du milieu du XIXe siècle. Ses tableaux inspirés des grandes œuvres exposées à l'époque et son nom mêlé à celui de Delacroix, Decamps et Ingres. En partant des différentes occurrences de ces trois noms dans le journal et dans Manette Salomon, je tenterai de montrer que les Goncourt mettent en œuvre d'un côté leur talent de chroniqueur et d'historien et de l'autre celui de critique d'art. Je finirai par relever l'importance de l'écriture artiste à la fois comme manière d'écrire et comme mode de transposition de la picturalité impressionniste dans l'écriture romanesque. Chronique et histoire. Les dates dans le roman. Manette Salomon est avant tout une chronique de l'actualité artistique de l'époque. La critique y voyait déjà lors de son apparition un défilé de peintres et de tableaux. Le roman est fortement daté, et les auteurs ne manquent pas de ramener le lecteur, par des moyens explicites, à replacer les personnages et l'action du roman à l'époque où elle se déroule. Ainsi, les débuts de quelques chapitres ressemblent à des descriptions d'un horizon d'attente. Chapitre 3.
En ce temps, le temps où ces trois jeunes gens entraient dans l'art, vers l'année 1840, le grand mouvement révolutionnaire du romantisme qu'avaient vu se lever les dernières années de la Restauration, finissait dans une sorte d'épuisement et de défaillance sans fin. Chapitre 33. Cependant arrivait cette année dure à l'art, 1848, la Révolution, la crise de l'argent 121. Chapitre 40. Lors de son retour en France, vers la fin de l'année 1850, Coriolis s'était trouvé à court de temps pour exposer au salon qui ouvrait cette année-là le 30 décembre 122. Chapitre 64. Arrivée l'exposition de cette année 1853-123. Chapitre 109. À peu près vers le temps où Chassagnol avait fait dans l'atelier sa grande tirade sur le moderne, Coriolis s'était mis à attaquer deux grandes toiles. Il y travaillait 15 mois, soutenu dans la fatigue, le courage d'un si long effort par la perspective de l'exposition universelle de 1855, qui, en rassemblant l'art de tous les peuples, allait donner le monde pour public à sa grande et hardie tentative 124. Les lieux. Les expositions, les tableaux, jusqu'aux anecdotes tirées des différentes œuvres et les témoignages de l'époque mettent de la couleur à cette chronique. L'œuvre se transforme en document d'époque. Elle décrit et situe les différents ateliers, non seulement dans les quartiers parisiens mais aussi par rapport aux pratiques courantes dans le milieu artistique. Ainsi, Garnotel, modèle satirique du peintre dépourvu de talent mais qui réussit parce qu'il est conforme aux exigences académiques et pourri de relations, reproche-t-il à Coriolis d'habiter loin de tout, rue de Vaugirard, Garnotel lui habite. À la cité Frochot, ce joli phalanstère de peinture posé sur les hauteurs du quartier Saint-Georges, gai villa d'ateliers riches, de l'art heureux, du succès, dont le petit trottoir montant n'est guère foulé que par des artistes décorés. Un atelier trop comme il faut où l'on voit accrocher des dessins à la mine de plomb grise, portant sur leur bordure le nom de Monsieur Ingres 125. Dès les premières pages, Anatole, personnage blagueur, considère que la classe et l'élégance des manières de Coriolis sont dignes d'un disciple d'Ingres. Mais tu t'es trompé d'atelier, mon vieux, tu aurais dû entrer chez Ingres. Vous savez, ils sont bons les Ingres, ils se demandent de leurs nouvelles. Plus que ça de genre 126. Rome et son prix tel que décrit par Chassagnol, mais aussi à travers les deux lettres de Garnotel, est appelé la Mecque du poncif. Le roman s'attarde souvent sur ce qui fait l'échec ou la réussite de tel ou tel artiste. Anatole est souvent porte-parole de la critique satirique qui dévoile les rouages malsains du monde des arts, tandis que le narrateur se réserve les passages analytiques qui expliquent d'une manière méthodique et quasi scientifique le fonctionnement de la réception de l'œuvre d'art dans ce milieu du XIXe siècle. Ce monde de l'art est peuplé d'esquisses plus ou moins développées dans la sphère des portraits analysés dans leur évolution chronologique. C'est le cas de Coriolis, Anatole, Garnotel. Les deux frères placent des personnages fixes, Crescent le paysagiste, Longibou, le maître, Chassagnol le théoricien, la femme, le modèle, les camarades jusqu'au fournisseur et à ce salonnier d'un journal sérieux qui ne connaît rien à la peinture et qui se fait aider par Chassagnol. Le cadre de cette fresque est décoré de tableaux. Des tableaux qui n'ont pas de valeur mais qui obtiennent les applaudissements du public et de la critique, des milliers de tableaux qui ne disent rien et les romanciers font dire à leur Chassagnol: il faut décourager 3000 peintres par an, sans cela, dans 10 ans, tout le monde sera peintre, et il n'y aura plus de peinture. 127. Des tableaux avortés parce qu'ils sont le produit de la fainéantise, de l'idéalisation ou du commerce de l'art, et enfin des tableaux qui sortent du lot, ceux qui constituent le rêve et l'aboutissement de la peinture telle que la conçoivent Edmond et Jules de Goncourt. Les peintres et les tableaux. Michel Crouzet, dans sa préface pour l'édition Gallimard de Manette Salomon, considère que ce qui fait la spécificité de ce texte par rapport aux autres romans sur l'art est qu'il fait de la recherche esthétique une véritable intrigue. Il parle alors d'une sorte de para-histoire de l'art, qui en mêlant réalité et fiction offre des artistes imaginaires encadrés par les vrais, des personnages de fiction qui ont des répondants réels, qui incarnent des directions effectives de la peinture au milieu du siècle, mais aussi, chose unique, ils ont inventé des inventeurs, ils ont représenté l'avenir de la peinture 128. Ainsi Coriolis, personnage fictif, mais aussi inspiré d'un modèle, le peintre Poutier, ami d'enfance d'Edmond, auquel les Goncourt ont collé par ailleurs plusieurs silhouettes aussi bien mondaines que littéraires et constamment situées soit d'une manière diachronique soit dans un axe synchronique par rapport aux grands noms de la peinture. En effet, par un double processus,
Les Goncourt dessinent à travers le roman une chronologie. Depuis le 3e chapitre, le narrateur nous décrit la sphère dans laquelle est née cette génération. En ce temps, le temps où ces 3 jeunes gens entraient dans l'art, vers l'année 1840, le grand mouvement révolutionnaire du romantisme qu'avaient vu se lever les dernières années de la Restauration, finissait dans une sorte d'épuisement et de défaillance. De hautes espérances avaient sombré avec le peintre de la naissance d'Henri IV, Eugène de Verriat, arrêté sur son éclatant début. Et c'est ainsi qu'Avenir, Vocation, toute la jeune peinture à ce moment se tournait vers ces 2 hommes dont les 2 noms étaient les 2 cris de guerre de l'art, Ingres et Delacroix 129. Il y a aussi une chronologie de la carrière du peintre qui subit à la fois l'effet de l'expérience, de l'assagissement de l'âge, et de la déchéance personnelle, le poids des succès et des échecs mais aussi les affres des modes et des grandes batailles. Le second axe est un axe horizontal, celui qui place côte à côte ou face à face le héros avec les autres noms. Ainsi Coriolis est comparé à Garnotel, qui évolue lui aussi, mais d'une autre manière il est comparé à Anatole qui ne produit rien que des blagues, des caricatures. Il est comparé principalement, et le texte le dit d'une manière très explicite, aux œuvres des grands noms de l'époque. Ainsi, son échec est expliqué en partie par la multitude des styles présents dans l'exposition universelle de 1855, dans laquelle le regard du public se trouve éparpillé. Il eut encore contre ces tableaux l'idée générale, l'opinion faite que la question de la représentation du moderne en peinture, soulevée par les essais, hardis jusqu'au scandale, d'un autre artiste, était définitivement jugée sans 30. Référence au pavillon du réalisme de Courbet, pour qui les Goncourt ont peu d'affection. Il est enfin considéré comme un pendant de Descamps, un rival dont on n'apprécie pas au début par jalousie la méthode mais qu'on se décide à la fin à admirer et accepter comme le maître. Le glissement de la chronique vers la critique dans l'œuvre se fait ainsi d'une manière très naturelle et subtile. Critique d'art. Le roman se transforme par moments en traité sur l'art tantôt sous la voix du narrateur mais souvent sous celle de l'un des personnages du roman, Chassagnol qui est présenté comme un inconnu très collant, qui vient de nulle part et qui dit des choses sur l'art. Le personnage apparaît de temps en temps et lance une longue tirade, se rapportant au débat de l'époque. Quand il parle du prix de Rome, c'est pour défendre l'idée que ce n'est pas une école qu'il faut au talent, la vraie école, c'est l'étude en pleine liberté selon son goût et son choix. Le talent est défini alors comme la faculté petite ou grande de nouveauté qu'un individu porte en lui, cette faculté de mettre dans ce que tu fais quelque chose du dessin que tu surprends et perçois toi-même, et toi seul, dans les lignes présentes de la vie, la force et je dirais le courage d'oser un peu la couleur que tu vois avec ta vision d'occidental, de parisien du 19e siècle, avec tes yeux, je ne sais pas, moi, de presbyte ou de myope, brun ou bleu. Il réfute ainsi une supériorité de cette école de Rome, et se pose la question, pourquoi pas une école d'Amsterdam ou de Madrid, ou de Venise ? De ce premier article sur l'art se dégage déjà une hiérarchisation des peintres. Rembrandt est préféré à Rubens pour sa capacité de surprendre et de rompre avec la tradition. Le C'est ton école de Rome qui a fait. À la fin de la tirade précède une liste de peintres célèbres, Géricault, Delacroix, Schaeffer, Delaroche, Descamps. Mais célèbre ne veut pas dire talentueux. De cette liste provisoire, qui sert à exposer ce qui fait la matière sur cet horizon pictural, une seconde tirade permet de dégager des noms qui méritent un traitement particulier. Ainsi, au chapitre 35, Chassagnol renvoie dos à dos les 2 grands noms de la peinture de l'époque. Dans une longue tirade, il reproche à Delacroix son sens de l'inachevé, ses tableaux sont des fœtus de chef-d'œuvre, c'est l'image de la décadence de ce temps-ci, le gâchis, la confusion, la littérature dans la peinture dans la littérature, la prose dans les vers dans la prose, les passions, les nerfs, les faiblesses de notre temps, le tourment moderne. C'est la lie de Rubens. Quant à Ingres, il est dit l'inventeur au XIXe siècle de la photographie en couleur pour la reproduction des Pérugins et des Raphaël. À la question « Qu'est-ce qui nous restera comme grand peintre ?» le théoricien répond « Les paysagistes ». Les différents départs vers l'étranger sont des occasions de voir autre chose. 2 artistes vont à la découverte de l'Italie, l'académicien, après une première impression naïve, se laisse envahir par l'enseignement. Dans une sorte de caricature, les Goncourt lui font écrire. Il y a ici un beau auquel on sent qu'on ne peut atteindre tout de suite, et qui vous écrase.
C'est l'impression générale, à ce qu'on me dit, ce qui me console un peu. Il me semble que je n'ai pas encore les yeux ouverts. Je suis dans le demi-jour de la première année. Il paraît qu'ici on est illuminé subitement. Un beau jour on voit. Grimel m'a expliqué cela. Il arrive un moment où tout d'un coup ce qu'on a partout sous les yeux vous est révélé. À lui, ça est arrivé du balcon de la loggia. En regardant de là toute la vieille Rome, la colonne Antonine, la colonne Trajane, les murs de Rome, la campagne, les monts de la Sabine, le bord de la mer à l'horizon, il a vu, il a compris, il a senti, tout s'est éclairé pour lui. Chassagnol n'a vu lui dans cette même Italie que le génie des primitifs, l'art naïf. La peinture avant la science, avant tout avant l'art. 131. L'autre départ est celui qu'effectue Coriolis en Orient. De ce voyage, dit le texte, il rapportait un Orient tout différent de celui que Descamps avait montré aux yeux de Paris, un Orient de lumière aux ombres blondes, tout pétillant de couleurs tendres, 132. En effet, à côté de la dissertation sur Delacroix et Ingres, nous trouvons deux portraits de Descamps, tous deux faits par Coriolis qui d'ailleurs ne se prononce pas sur les autres peintres. Le premier portrait est dicté par la jalousie, par la rivalité. Celui d'un Descamps qui n'a pas su se défaire de son éducation, qui ne s'est pas assez livré, oublié, abandonné. Un peintre qui fait dire le romancier au peintre à propos d'un peintre, n'a jamais su, tenez comme Rousseau, être un refléteur en restant personnel. 133. Le second portrait est celui fait par un autre Coriolis qui fait jaillir de son ancienne rivalité, de sa jalousie vaincue. Cette langue qu'ont les peintres, ces mots qui redoublent l'expression, ces paroles qui ressemblent à une succession de touches, à de petits coups de pinceau avec lesquels ils semblent vouloir se montrer à eux-mêmes les choses dont ils parlent. Il parlait du tempérament, de l'originalité, de la puissance pittoresque de ce dessinateur s'avouant incapable de flanquer sur ses pattes une figure de prix de Rome et mettant pourtant à tout ce qu'il touche, cette griffe, cette marque, ce décès qui sur sa peinture, ses toiles, ses dessins, ses fusains font l'effet des lettres du maître imprimées au flanc brûlé d'une meute. Il parlait du coloriste, qu'il avait nié lui-même autrefois, du coloriste écrasant, tuant tout autour de lui. Il trouvait dans sa peinture la vie intime et pénétrante des choses, une intensité de vitalité, une étonnante âpreté de sentiments. 134. Le discours direct de la première tirade est remplacé par un mélange de discours direct et indirect. La voix est tantôt celle de Coriolis, tantôt celle du narrateur. C'est que ailleurs dans le journal des frères Goncourt, s'opérait dans la même période le même changement. Les œuvres de ce même peintre, pour qui les Goncourt ne trouvaient jadis que peu de génie, se transforment dans une note d'avril 1864. En celles qui prennent la plus belle patine de cristallisation, celles qui se culottent le mieux en chef-d'œuvre. 135. Chassagnol ne cessera pas de parler d'art. Il évoquera tour à tour le beau, le moderne dans la peinture. Il donnera même son avis sur la peinture en plein jour, et l'exposition de l'atelier. Il sera toujours à la recherche de la sensation du frémissement que doit dégager un tableau, celle qu'il disait, au début du roman, ne pas trouver dans le premier baiser de Chloé, un sujet inspiré de deux toiles du baron Gérard. De Manette Salomon, le traité de l'art, nous pouvons donc relever deux aspects importants. Le premier se rapportant à ce qui est une vraie théorisation de l'art. Comme le fait Diderot ou Baudelaire, les Goncourt s'exercent à parler en esthète de la peinture. Ils ont la faculté, j'oserais dire rare chez les autres, de parler en vrais spécialistes, en utilisant des termes techniques. Les passages exaltés sont ainsi souvent attribués à Chassagnol ou à Coriolis, mais dans le cas de ce dernier, le narrateur prend soin d'expliquer les conditions qui ont véhiculé une certaine prise de position, le sens de la rivalité. Par contre, une part importante est laissée à la sagesse du narrateur, étranger à l'action et ayant de ce fait la faculté magique de voir et de superviser les raisons et les conséquences de toute chose. D'où le second aspect qui consiste à analyser, d'une manière quasi scientifique, les raisons d'échec ou de succès de telle ou de telle peinture ou tableau. Tout cela dans un style qui est celui qu'appellent les Goncourt l'écriture artiste, une écriture qui se trouve déjà dans le journal. L'écriture artiste. L'écriture artiste est une constante chez les frères Goncourt, et leur journal est l'un des chantiers dans lesquels s'exerce le talent de ces peintres en lettres. Ainsi, la description de la Chartreuse de Bordeaux datée de 20 mai 1865 ne peut être lue que comme un croquis de peintre ou une description pointue d'un tableau faite par un critique d'art. Ciel,
bleu sombre au bas et concentré de chaleur violette comme un ciel de choléra. Lune, blanc sucre non raffiné. Chevaux noirs paissants comme des fourmis. À gauche, petits pins qui n'ont que des branches. Dans le roman, l'écriture artiste se lit, en premier lieu au niveau de la structure de l'œuvre, dont le morcellement témoigne d'une tendance à créer chez le lecteur cette impression de tableau pris à un moment donné. Dans son article « Lire la peinture », paru dans le dernier numéro de la revue Europe et consacré justement au rapport entre la littérature et la peinture, Nadège Daguin écrit « L'œuvre peinte se différencie de l'œuvre écrite par le rapport qu'elle entretient avec le temps. Une peinture, un dessin, une sculpture, une installation, une photographie à la différence d'un texte, même d'un texte court, s'appréhendent d'une façon synthétique. De telles œuvres sont vues d'un coup dans leur totalité. Le regard les capture en entier, même si cette vision première est superficielle et doit céder la place ensuite à une exploration centrée successivement sur les détails 136. Or, la fragmentation du roman en 155 chapitres montre chez les Goncourt cette volonté de rendre la chronique du milieu artistique aussi parlante que possible. Ces chapitres qui tendent selon l'expression de Michel Crouzet vers la séquence autonome, le poème en prose, la tirade, la lettre, le portrait, la note de journal, la chose vue ou entendue, l'impression fugitive, l'allégorie, le détail insignifiant et inutile, le roman laisse le descriptif envahir le narratif, le monologue supplanter le dialogue, le statisme supprimer la crise ou la tension, l'état ou le résumé analytique recouvrir l'intrigue. Au nom d'un nominalisme qui est l'essence du réalisme et qui chez eux est radical, les Goncourt fuient la continuité, la construction, l'homogénéité, éléments de généralité. Pas de drame, pas d'aventure, à peine un récit 137. Ainsi l'œuvre devient document et donne à voir. Mais il s'agit non pas de photographier le réel, mais de transmettre au lecteur l'impression qu'il laisse sur l'artiste. Aussi les chapitres premiers et derniers, mettant en scène le jardin des plantes, participent-ils à inviter le lecteur dans ce monde où la faune et la flore sous l'effet de la lumière créent cette jouissance d'être. Une fenêtre, dans un de ces jolis bâtiments moitié briques, moitié pierre, à l'air d'étable et de cottage, où s'accrochent les bras grimpants d'une glycine, une fenêtre s'ouvre toujours la première au bout du jardin des plantes. Elle s'ouvre au soleil, au matin que salue sous elle la volière des vanneaux siffleurs, elle s'ouvre à ce qui revit dans le jour qui ressuscite. Cette fenêtre est la fenêtre d'Anatole qui, déjà descendu dans le jardin, traîne lentement ses pantoufles paresseuses dans les allées, le long des grilles. Partout c'est un épanouissement d'être, et de jardinet en jardinet court le frémissement du réveil animal, charmant de souplesse, de légèreté, d'élasticité. La vie saute et bondit de tous côtés. De jeunes axis penchés sur le côté s'inclinent en patinant sur le sol où ils tournent, les lamas s'emportent en course folle, les jeunes chevreaux, mâles d'aplomb sur leurs jambes battues trébuchent dans des essais de galop, des onagres en gaieté les quatre pattes en l'air font de grandes roulées par terre. Tout ce qui est là dans le mouvement, la fièvre, la vitesse, l'étirement, la course, le jeu des nerfs et des muscles, retrouve la jouissance d'être 138. D'abord, un cadrage, une fenêtre, une focalisation du regard, puis une source de lumière, elle s'ouvre au soleil, au matin. Ensuite une invitation à un axe du regard mais aussi une incitation à se laisser prendre par l'impression en suivant lentement ses pantoufles paresseuses dans les allées, le long des grilles. L'image est alors saisie dans un instant précis. La description rend à la fois compte du mouvement des objets et de l'instantanéité de la prise de vue. Aussi réussi que les chevaux des Fantasias de Delacroix ou de Géricault, le roman capte ces mouflons qui grimpent sur l'échelle de leur kiosque, de jeunes axis penchés sur le côté, qui s'inclinent en patinant sur le sol où ils tournent. La chute de la description laisse transparaître une jouissance d'être. Ce passage n'est pas le seul et le texte est riche en exemples ponctuels, qui montrent la réalisation de la picturalité à travers l'écriture artiste. Ainsi au début de sa lettre d'Orient, Coriolis décrit « Une ville où tout est rose, bleu clair, cendre verte, lilas tendre. Rien que des couleurs gaies qui font, pif paf, dans les yeux dès qu'il y a un peu de soleil. Et ce n'est pas comme chez nous ici le soleil. On voit bien qu'il ne coûte rien, il y en a tous les jours. Enfin c'est éblouissant. Et je me fais l'effet d'être logé dans la vitrine des pierres précieuses au musée de minéralogie. Donc, il y a toujours de l'eau, et dans cette eau tu comprends, tout ce carnaval se reflète, et toutes les couleurs tremblent, dansent. C'est absolument comme un feu d'artifice tiré sur la Seine que tu verrais dans le ciel et dans la rivière.
Un remuement de kaléidoscope, sans compter ce qui grouille là-dedans, le personnel du pays, des gens qui sont turquoise ou vermillon 139. Ainsi au chapitre 40, le narrateur nous décrit les 3 tableaux que Coriolis expose au salon de 1852. Par un procédé narratif, il nous invite à retourner vers la lettre qu'il avait envoyée à son ami. Le glissement entre la description du tableau fini et le paysage qu'il avait inspiré se fait alors avec une finesse rare. Le premier de ces 3 tableaux, peint d'après ses souvenirs et ses croquis, était le campement de Bohémiens dont il avait envoyé à Anatole l'ébauche écrite. Une lumière pareille à la horde qu'elle éclairait, errante et folle, des rayons perdus, l'éparpillement du soleil dans les bois, des zigzags de ruisseaux, des oripeaux de sorcières et de fées, un mélange de basse-cour, de dortoirs et de forges, des berceaux multicolores comme de petits lits d'arlequins accrochés aux arbres, un troupeau d'enfants, de vieilles, de jeunes filles, le camp de misère et des apostrophes. Aventure, sous son dôme de feuilles, avec son tapage et son fouillis, revivait dans la peinture claire, cristallisée, pétillante de Coriolis, pleine de retroussis de pinceaux, d'accentuations qui, dans les masses, relevaient un détail, jetait de l'esprit sur une figure, sur une silhouette 140. Le lecteur renvoyé vers ces ébauches écrites est tenté de relire les 2 lettres d'Orient concernant les différentes scènes du quotidien décrites par Coriolis. Il serait certainement frappé par les différentes invitations à la fois au regard et à la sensation. Coriolis parle des journées qui le démangent à raconter et qu'il faut qu'il fasse avaler à quelqu'un. Il ponctue ces 2 lettres par des « suis-moi ». Vois-tu cela ? Comme s'il voulait vérifier la fidélité et le vrai de la sensation rendue. Voici enfin le passage, l'ébauche écrite. Imagine-toi une immense oasis, un bois d'arbres énormes et si pressés qu'ils donnent l'ombre d'une forêt, des platanes géants qui ont quelquefois autour de leur tronc mort de vieillesse 40 rejetons enracinés et rejaillissant du sol. Imagine là-dessous de l'eau, un bruit de sources chantantes, un serpentement de jolis ruisseaux clairs, et là-dedans dans cette ombre, cette fraîcheur, ce murmure, pense à l'effet des apostrophes. Une centaine de bohémiens ayant accroché aux branches leur vie errante, campant là avec leurs tentes, leurs bestiaux, les hommes, le torse nu, fabriquant des armes, forgeant des instruments de jardinage sur une petite enclume enfoncée en terre, et charmant le battement du fer avec le rythme d'une chanson étrange. De belles et sauvages jeunes filles dansant en brandissant sur leur tête des tambours de basque qui leur font de l'ombre sur la figure. Des femmes près de flammes et de foyers vifs faisant cuire des agneaux entiers q'. Elles apportent sur des brassées de plantes odoriférantes, d'autres occupées à donner à de petites bouches leurs seins bronzés, des petits enfants tout nus avec un tarbouche couvert de pièces de monnaie, ou bien n'ayant sur la peau que l'amulette du pays contre le mauvais œil, une gousse d'ail dans un petit morceau d'étoffe dorée, tous, barbotant, s'éclaboussant dans le bois d'eau et de soleil, courant après des oies effarouchées. Et aux arbres, des berceaux d'enfants, nids de loques aux 1000 couleurs, ramassés brin à brin dans les trouvailles des routes 141. Le romancier, en décrivant le tableau, ne retient que ce qui en sort, que l'effet qu'il produit et les éléments de la composition ne sont évoqués que parce qu'ils revivent sur la toile. Le détail est repris non pas parce qu'il est témoin de la fidélité à l'image vue et réelle, mais parce qu'il produit une sensation. L'image devient presque merveilleuse, certainement étincelante, et la sensation décrite devant le paysage se traduit par une lumière errante et folle. L'écriture artiste sublime à la fois le paysage décrit et la phrase. Le peintre et le romancier doivent procéder de la même manière, ils doivent d'abord voir, puis sentir et enfin exprimer. Or, c'est justement pour voir si Descamps et Marilla ont tout pris, n'ont rien laissé aux autres, 142, que Coriolis part en Orient. C'est aussi la raison pour laquelle il passera des journées à observer, à la manière de Daumier, les rues de Paris, et saisir la beauté de la femme moderne. C'est parce qu'il ne veut pas observer, et qu'il méprise la peinture selon modèle qu'Anatole ne produit rien. Mais savoir voir n'est pas donné à tout le monde. La condition nécessaire est de se dégager de son éducation, d'avoir un regard vierge. C'est ce que ne savent pas faire Garnotel et les peintres académiques, ceux qui partent à Rome copier des modèles, ceux qui ne peuvent pas se libérer du poids de l'Antiquité et de la tradition. C'est le péché de Descamps. Dans l'un des rares moments du roman où la dissertation sur l'art est attribuée non à Chassagnol mais à Coriolis, celui-ci reproche à son rival qu'il a toute son éducation derrière lui, qu'il n'a pas des yeux tout à fait à lui, qu'il avait trop vécu avec les Vénitiens, l'école anglaise, Rembrandt ou encore qu'il ne s'est pas assez livré, oublié, abandonné,
qu'il n'a pas assez voulu voir comment la lumière qu'il avait devant les yeux se faisait. Bref, il a forcé, exagéré ses ombres, il n'a pas eu l'émotion de la nature, il n'a jamais su comme Rousseau être un refleteur en restant personnel. 143. Le peintre doit sentir. Les frères Goncourt pensent que ce qui constitue la réalité des choses est avant tout la sensation qu'elles font naître en nous. Le métier de l'artiste est de dégager de l'objet un sentiment. Pour ce, il faut d'abord être sensitif, comme les Goncourt qui se décrivent comme les Saint Jean-Baptiste de la nervosité, et comme Coriolis qui, selon l'expression de son ami, a ça, un tempérament qui est doué, lui qui est quelqu'un, un nerveux, un sensitif, une machine à sensation, lui qui a des yeux. 144. Coriolis ne fera rien, lors de son séjour à Barbizon que se laisser, se faire en lui ses croquis inconscients, ces espèces d'esquisses flottantes que fixe plus tard la mémoire et la palette du peintre. Une émotion presque religieuse le prenait chaque fois, quand au bout d'un quart d'heure, il arrivait à l'avenue du Bas-Bréau. Il se sentait devant une des grandes majestés de la nature. Et il demeurait toujours quelques minutes dans une sorte de ravissement respectueux et de silence ému de l'âme, en face de cette entrée d'allée, de cette porte triomphale, où les arbres portaient sur l'arc de leurs colonnes superbes l'immense verdure pleine de la joie du jour. 145. La dernière étape est celle de l'expression. Or l'expression doit être à la hauteur de la vision. Elle n'est pas non plus facile, elle se fait souvent dans la douleur d'une délivrance. Coriolis s'était déjà émerveillé devant la facilité avec laquelle le peintre paysagiste Crescent faisait jaillir de sa toile des expressions. Lui n'a pas ce don. Face au dernier tableau du peintre déchu, les romanciers sentent le besoin d'expliquer. Il est dans la vie de l'artiste des jours qui ont de ses inspirations, des jours où il éprouve le besoin de répandre et de communiquer ce qu'il a de désolé, d'ulcéré au fond du cœur. Comme l'homme qui crie la souffrance de ses membres, de son corps, il faut que ce jour-là l'artiste crie la souffrance de ses impressions, de ses nerfs, de ses idées, de ses révoltes, de ses dégoûts, de tout ce qu'il a senti, souffert, dévoré d'amertume au contact des êtres et des choses. Ce qu'il a atteint, froissé, blessé dans l'humanité, dans son temps, dans la vie, il ne peut plus le garder. Il le vomit dans quelques pages émues, saignantes, horribles. C'est le débridement d'une plaie. C'est comme si dans un talent crevait le fiel, cette poche chez certains génies de certains chefs-d'œuvre. Il y a des jours où sur son instrument, violon ou tableau, ou livre, dans une création où frémit son âme, tout artiste exquis et vibrant jette une de ces pages palpitantes, coléreuses, enragées, où il y a de l'agonie et du blasphème de crucifié, des jours où il s'enchante dans une œuvre qui lui fait mal, mais qui rendra ce mal qu'il se fait au public, des jours où il cherche dans son art l'excès de la sensation pénible, l'émotion de la désespérance, une vengeance de la sensibilité à lui sur la sensibilité des autres. Coriolis était à un de ces jours-là. 146. Conclusion. Le journal des Goncourt est certes une mémoire de la vie artistique de la seconde moitié du XIXe siècle, mais aussi un brouillon ou un croquis de ce qui prend forme dans les autres œuvres. C'est l'atelier dans lequel prennent vie les œuvres. Les Goncourt regrettent que l'art ait cet avantage sur la littérature. C'est qu'en art, on a au moins à un certain degré la perception, la conscience de bien faire, au lieu qu'en littérature on ne le sait jamais. Jamais on ne sait si vous penchez trop du côté de l'observation, ou du côté de l'imagination, si votre style est trop ou pas assez coloré. Il n'y a pas, comme pour l'art, l'œil pour peser. Il n'y a que votre intelligence -bas, c'est-à-dire quelque chose de variable et de flattant à tout courant -bas, pour vous juger vous-même. 147. Si Manette Salomon s'inscrit dans une tradition du roman de l'artiste, les Goncourt sont les mieux placés pour décrire cette aventure. Eux qui établissent un parallèle entre leur propre vie et celle du peintre qu'ils préfèrent. On nous a comparés à bien des gens. L'homme auquel nous ressemblons le plus, c'est Descamps. Il nous semble en avoir le style et la façon d'éclairer. 148. Les Goncourt penseront même, gagnés par la vague impressionniste, bien que fortement indifférents au génie des nouveaux noms de ce courant artistique, à réécrire Manette en mettant en scène un peintre bohème. Delacroix interprète de Dante. Mohamed Rida Bouguera. ISLT. Université de Carthage. Dante dans le contexte esthétique de l'époque pré-romantique. Parler de Delacroix traducteur ou interprète de Dante, c'est évoquer la plongée du peintre dans l'univers dantesque et examiner les joyaux noirs qu'il en a ramenés. Car incontestablement,
l'auteur de la Divine Comédie fut l'une des principales divinités du panthéon de l'artiste. Certes, Shakespeare, Byron, Michel-Ange et Rubens, autres maîtres que s'est très tôt donné le jeune Delacroix, se trouve bien plus fréquemment cité que le poète florentin dans le journal qu'il a tenu de 1822 à sa mort en 1863 avec une notable interruption entre 1824 et 1847. Mais avec le temps et à mesure que le diariste gagne en âge et en considération, l'étoile de certaines de ses idoles n'a cessé de pâlir à ses yeux et leurs leçons remises même en question alors que Dante jouira toujours de la faveur du peintre et l'accompagnera tout au long de sa fertile carrière. La preuve nous est apportée ici par l'œuvre picturale dans la mesure où le peintre, âgé de 24 ans à peine, l'a placé avec Dante et Virgile aux Enfers, dit aussi la barque de Dante, sous le signe de la Divine Comédie. Cette toile lui apporte, en 1822, tout d'un coup, la célébrité et fait de lui le chef de la nouvelle école romantique alors qu'Ugolin, autre tableau inspiré par l'univers halluciné du poète visionnaire, date de 1860 et figure parmi les toutes dernières œuvres achevées du peintre. À ces deux tableaux auxquels l'enfer de Dante a donné naissance mais dont l'importance apparaît davantage lorsqu'on les place dans une perspective temporelle et qu'on les situe dans la chronologie de l'artiste, il faudrait, par souci d'exhaustivité, ajouter deux autres non moins importants. Il s'agit de deux versions La Justice de Trajan, Rouen, Musée des Beaux-Arts, d'abord, 1839 et 1840, dont le sujet est tiré du Purgatoire, enfin, et surtout, de l'hommage rendu au poète par le peintre sur les parois de la coupole du Palais du Luxembourg. Ainsi, Dante semble avoir hanté l'esprit de Delacroix tout au long de sa carrière et lui a inspiré des œuvres, certes limitées en nombre mais variées, aussi bien de chevalet qu'une peinture murale, tant des travaux de jeunesse que d'autres qui appartiennent à la maturité de l'artiste, voire à sa vieillesse. Mais avant d'examiner ces diverses productions, il serait juste de rappeler que Delacroix s'inscrit ici dans une vieille tradition picturale et dans tout un courant de son époque car les visions de l'auteur de l'enfer ont souvent fertilisé l'imagination des peintres de Botticelli, au XIVe, à notre contemporain Gérard Garouste, auteur d'une barque de Dante, 1986, en passant par exemple par Franz von Stuck dont le tableau est l'apostrophe. Enfer datant de 1908, garde bien évidemment le souvenir de Dante. Ce sont néanmoins, les romantiques et en premier, le dessinateur anglais Flaxman, qu'il faut créditer de la redécouverte du florentin à l'époque moderne. Eugénie de Keyser peut ainsi affirmer dans l'Occident romantique en évoquant le début du XIXe siècle et la génération de l'Empire, jamais en dehors de l'Italie, l'enfer de Dante n'avait été tant lu, 149. Or ici, s'impose avec force l'univers onirique et surréaliste avant la lettre du Suisse Johann Heinrich Füssli qui devenu anglais, s'appellera Henri Fuseli. Parmi ses nombreuses illustrations de l'enfer, il représente en 1774 déjà Dante et Virgile au fond du monde infernal, butant contre la tête d'Ugolin prise dans la glace du Cocyte gelé 150. Le royaume des ombres exerçait aussi un grand attrait sur l'imagination non moins tourmentée de William Blake, qui se complaisait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.